Les perles du jour. Les boulangers avaient-ils vraiment le droit d'ouvrir le 1er mai ? Pas tous, visiblement, Perico, puisque certains ont été verbalisés et ça va leur coûter cher. Alors c'est à ne rien comprendre, puisque le gouvernement a pris position en disant que pour l'instant les chefs d'entreprise, les patrons avaient le droit d'ouvrir s'il n'y avait pas les salariés. Et là c'est un boulanger de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, monsieur Éric Amieux, qui a vu débarquer à 8h30 des policiers qui l'ont verbalisé. Il a reçu ensuite un appel du Premier ministre disant bon d'accord, c'est extraordinaire d'ailleurs ça, que le gouvernement passe derrière la police. Alors nous savons que les inspecteurs du travail ont une indépendance d'action un peu comme certains magistrats et qu'ils agissent en vertu de ce qu'ils considèrent être la loi, et c'est tout à fait leur droit, c'est le cas de le dire. Pour autant, on a un gouvernement qui est aujourd'hui coincé aux entournures. Le projet a été porté, reporté. Voilà, donc cafouillage gouvernemental, et le Éric Amieux, le boulanger, a dit écoutez, j'attends la sanction, on verra bien. Lui, il fait que son travail. Voilà, je pense que le problème n'est pas du côté des boulangers et des artisans qui ouvrent, mais du côté des pouvoirs publics qui savent pas ce qu'ils veulent et qui passent aujourd'hui pour des gens foutres. C'était la journée mondiale de la liberté de la presse hier. Je ne savais pas qu'il y avait une liberté. Ben moi non plus, en fait. Et une presse qui, dans certains pays, se porte mal, ça je vais bien le croire. Est-ce qu'elle se porte bien chez nous ? C'est une autre question. Et vous Maud, vous avez assisté à quelque chose Oui, alors c'est déjà le fait que la liberté de la presse se porte mal, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne parle pas que des terrains de guerre, et je pense en particulier, effectivement, Perico, journaliste sportif Christophe Glaise, incarcéré en Algérie depuis bientôt 1 an pour apologie du terrorisme. Et j'en profite pour faire une parenthèse. On n'oublie pas, et on en parle sur Sud Radio, contrairement à beaucoup d'autres. Hier, j'étais au match de Ligue 1 qui opposait le Paris FC au club de Brest, et le Paris FC a dédié cette rencontre à Christophe Glaise en invitant sa mère et son frère à donner le coup d'envoi fictif. Sa mère, qui m'a confié ensuite regretter de ne pas avoir vu le même engagement de la part du club de cœur de son fils, le PSG. En même temps, rappelez-moi qui appartient au PSG, Perico ? Qatar, c'est ça ? Voilà, donc fin de la parenthèse. Selon Reporters sans frontières, la liberté de la presse a atteint son niveau le plus bas depuis un quart de siècle. Plus de la moitié des pays du monde sont en situation difficile ou très grave. Les États-Unis, par exemple, perdent 7 places dans le classement et plongent à la 64e sur 180, tandis que la Norvège se maintient à la première place du classement. Mais derrière ces chiffres, ce sont des centaines, voire des milliers de journalistes tués, emprisonnés et menacés, y compris en France. La France qui se place aujourd'hui au 25e rang du classement. À vos souhaits. Merci. Vous faites peut-être partie de ces nombreux Français pour qui le carburant est devenu si cher que vous avez décidé d'utiliser un autre système de déplacement. Mais oui, on en parlait récemment, Maud, sur cette antenne. On s'étonnait évidemment de la réactivité ou pas des consommateurs de carburant français, vu les prix que certains carburants ont atteint à la pompe, notamment le gazole qui a explosé. Et pour autant, que ce soit les week-ends de Pâques, le week-end du 1er mai, je n'ai personnellement jamais vu autant de voitures. On s'était tous dit, il va y avoir plus de facilité de circulation. On n'a jamais vu autant de véhicules, même c'est les statistiques de départ. Pour autant, les chiffres, c'est que vous voyez comme quoi on constate des faits, on se fait une opinion. Pourtant, oui, la hausse des carburants impacte le comportement des Françaises et des Français qui conduisent. Donc ils ont décidé, ils sont 74% à avoir dit qu'ils tenaient compte de cette augmentation du carburant pour se déplacer différemment ou moins. Certains choisissent carrément la marche à pied. 18,5% sont impactés par la baisse du gazole. Des utilisateurs de diesel, 18,5% ont fait attention, roulent moins, font attention à ne pas prendre la voiture systématiquement, trouver un autre moyen de locomotion, à pied, vélo, transport en commun, et 14,5% de ceux qui ont des super carburants. C'est une étude qui a été faite entre le 11 et le 20 avril. Donc il y a bien un impact de la hausse des prix du carburant suite à la guerre du Golfe, de la guerre d'Iran et dans le détroit d'Ormuz, et il y a beaucoup de Français impactés qui font attention aujourd'hui à leur plein d'essence. Ils ne peuvent pas le faire, ou ils le font pas complètement, et en tout cas, ça se ressent. Espérons que ça ne durera pas, parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est, en termes budget familial, mensuel, une véritable tragédie. Et puis là où l'étude n'est pas forcément hyper réaliste, c'est que à Paris, effectivement, ou dans des grandes villes, ou dans des villes moyennes, on peut se déplacer de façon différente. Mais alors, quand on vit dans un village et qu'on doit aller bosser en ville, par exemple, c'est juste, vous n'y allez pas à pied, quoi. Il y a vélo. Et on a même eu des artisans qui nous ont expliqué que leur chiffre d'affaires est atteint, qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils sont obligés de livrer, de se déplacer, voilà. Et avec le prix, alors il y aura peut-être des petites aides du gouvernement
gouvernement 10 centimes par-ci, 20 centimes par-là, c'est pas ça qui va changer la situation. Alors là, le gouvernement, évidemment, pressionne les distributeurs et même les raffineurs pour qu'ils limitent leur marge, comme le fait la marque Total, bien entendu, qui a fait beaucoup de... Malgré tout, alors ils baissent leur prix et ils font des bénéfices gigantesques. C'est hallucinant. Hein. Mais bon, ça fait partie des mystères. C'est la pétrochimie, ce qu'on appelle, voilà. L'article 17 du projet d'actualisation de la loi de programmation militaire pourrait aller contre le principe de la liberté d'expression. Tout à fait étonnant. Alors on considère, c'est vrai que depuis le conflit ukrainien-russe, on voit beaucoup d'anciens militaires, d'anciens officiers généraux, et quelquefois même des gens qui vous disent « je suis un ancien des services secrets ». Ça peut être d'ailleurs des anciens du KGB, des anciens du SDEC, de la DST, qui s'expriment librement sur les ondes. D'autres font des tribunes, répondent à des articles, à des interviews, voire font des livres. Eh bien cet article 17 de la loi de programmation militaire va stipuler que désormais, tout individu ayant servi l'État, tout individu qui a été agent de sécurité ou concerné par les services secrets devra se faire valider la publication de sa déclaration par les autorités compétentes pour savoir s'il n'y a pas dans ce texte, dans ce témoignage, dans ces souvenirs, eh bien des révélations qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale. Je trouve ça... Alors, c'est une contradiction, il y a une liberté d'expression. Alors, soit on a l'autorisation, soit on n'a pas l'autorisation. Je peux même vous dire que les cuisiniers de l'Élysée, quand avant de faire des livres de recettes, ils demandent à la présidente de la République s'ils ont le droit de raconter ce qui se passe. Ça, c'est logique. Enfin, admettons, même si c'est pour faire une omelette au lardon ou avec la foutue au poire. Là, effectivement, cette profusion de militaires qui se mettent à parler librement, je pensais que c'était la Grande Muette. Eh ben, la Grande Muette n'a jamais ouvert autant sa gueule que depuis qu'il y a des guerres dans le monde. L'Académie des Oscars ne veut pas que l'intelligence artificielle défigure ses prix en s'immisçant dans le cinéma. Donc pas d'Oscar artificiel, si je comprends. Ouais, c'est l'idée. Alors ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. L'Académie des Oscars a annoncé vendredi que les acteurs et les scénarios générés par intelligence artificielle ne seront pas éligibles aux Oscars. Et oui, même cette prestigieuse institution doit adapter ses règles si elle veut préserver le 7e art de l'intelligence artificielle. C'est une décision qui tombe sous le sens et en même temps, on a envie de pousser un grand ouf de soulagement parce que tant d'autres institutions et corporations se sont déjà laissées séduire par l'intelligence artificielle et que tant d'artistes, tant de photographes, tant de journalistes, pour ne parler que d'eux, ont déjà perdu leur travail à cause de ce fameux progrès. La question de l'intelligence artificielle était d'ailleurs au cœur des grèves de 2023 à Hollywood, qui ont paralysé l'industrie américaine du cinéma. Alors bravo à l'Académie des Césars et vive le cinéma des hommes et des femmes du monde. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir avoir des films dont tout aura été conçu artificiellement. Ça va arriver, oui. On aura un hologramme, enfin, ça arrive déjà, un texte... Et partout, mais on reçoit même des appels téléphoniques, des démarchages commerciaux aujourd'hui, et on se rend compte que c'est une voix artificielle qui vous interpelle. Donc c'est bien que le monde de l'art et de la culture commence à se poser des questions, parce que l'art artificiel, alors je préfère quand même la connerie naturelle d'un grand artiste à l'intelligence artificielle d'un robot. Nous vous en avions parlé début janvier. Le gouvernement a discrètement augmenté l'âge auquel les employeurs peuvent bénéficier d'une exonération d'une partie des cotisations patronales en employant une aide à domicile, par exemple. Eh bien, ce n'est pas tout. Eh bien, ça va toucher 345 000 foyers qui avaient droit à une aide pour aide à domicile. La mesure sera en place le 1er juillet 2026. Et ben tout simplement, alors bien entendu, on nous explique que c'est pour faire des économies. Alors l'âge minimal passe de 70 à 80 ans. Voilà, donc moi je le trouve énorme. Alors il y aura peut-être ensuite des dégradations au cas par cas, mais enfin c'est une coupe. Je ne sais pas qu'est-ce qui décide qu'à partir de 70 ou 80 ans, si une personne de 73 ou 74 ans est dans un état de santé extrêmement affaibli, qu'elle a besoin d'une aide, et vous avez des gens de plus de 80 ans qui se portent comme des chambres, tant mieux pour eux. Je m'en réjouis, j'en ai plein autour de moi. Voilà, donc trancher comme ça, c'est quand même un peu l'âge de la retraite, 62, 64, 65, 67, et là passer de 70, 10 ans, on remet 10 ans. Voilà. Alors, je veux bien que les finances de la République aillent très mal, mais je pense que cette mesure mériterait de plus de précision, de plus de prudence et de plus de considération pour les personnes âgées. On termine avec une histoire invraisemblable. Un moniteur d'auto-école a été contrôlé et devinez ce que les gendarmes ont découvert, Perico. Alors, enfin, vous allez nous le dire surtout. Vous saviez qu'il y a des avocats qui n'ont pas de diplôme. Vous savez qu'il y a des médecins qui n'ont pas de diplôme de médecin, qui ont exercé la médecine, quelquefois faciale. Voilà, il y a des tas comme ça de professions libérales qui sont censées avoir un diplôme patenté et qui traversent l'histoire sans contrainte. Là, ça s'est passé à Tillé dans l'Oise.
dans la Picardie, et c'est des gendarmes qui ont contrôlé un moniteur d'auto-école. Eh ben, il avait tout simplement une suspension de permis de conduire. Alors, ça l'empêche pas d'enseigner la bonne conduite, mais enfin, c'est quand même paradoxal de pas avoir de permis de conduire et de faire passer des examens de permis de conduire à des jeunes. C'est troublant parce que ça veut dire, voyez, il y a des métiers où il y a une obligation de diplôme, de compétences, de patente. Et là, l'auto-école, c'est vrai, si on est... c'est un peu comment vous dire, vous pouvez être condamné par la justice et être ministre, et être inéligible. Et là, on a un professeur d'auto-école qui, lui, n'a pas... J'espère à mon avis, je crois qu'il faudrait vérifier tous les moniteurs. Je n'ai rien contre cette profession. Non, mais voilà. Mais là, c'est tombé sur lui. Effectivement, peut-être que d'autres sont dans ce cas-là. Mais d'ailleurs, faut tout vérifier. Mais dans tous les métiers, je pense qu'il faudrait s'assurer une fois. Vous savez, on fait une année blanche, on met tout à zéro, on regarde qui est compétent et qui a l'autorisation pour des métiers réglementés. Hein. Je pense que nous aurions beaucoup... On pourrait le faire chez les journalistes aussi. Alors, il y a des cartes de presse et pas de cartes de presse. La carte de presse, c'est encore un sujet, hein, parce que beaucoup de journalistes aujourd'hui n'en ont pas. C'est pas forcément la preuve. Et pourtant, c'est des journalistes à part entière, mais leur mode de rétribution ne correspond pas à ce que la loi prévoit pour la carte de presse, là aussi. Mais bon, de très très grands journalistes m'ont avoué, vraiment historiques, m'ont avoué qu'ils n'avaient pas de carte de presse. Voilà, et qui s'en portaient très bien. Et on a infiniment de respect pour la carte de presse, qui est un certificat professionnel tout à fait valable. Voilà, ma chère Maud. Nous sommes au mois de mai et déjà les agriculteurs manquent d'eau. On va en parler dans un instant avec l'ancien vice-président de la FNSEA, Lux Messard, qui sera avec nous en ligne et à qui vous pouvez poser toutes vos questions au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, la France dans tous ses